Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Erreur stratégique, le temps des pénuries, gauche cigale contre droite fourmi. Et puis santé, a-t-on le droit d'être informé? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Al Rythme, Philippe Bohen, Marie et François D. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. On va commencer cet entretien avec Ubu-Roi Damien. Il faut le reconnaître, c'est un personnage fascinant, le Poudré. Il est capable de dire n'importe quoi, le plus gros mensonge avec conviction, ou plus exactement en surjouant. Tu fais pas les choses toute seule, donc quand tu n'arrives pas à convaincre, à emmener les gens, tu n'arrives pas à changer les choses. Et donc il faut toujours essayer. Avoir des convictions et les porter avec sincérité. Il faut avoir des convictions et les porter avec sincérité. C'est bien la dernière phrase qui viendrait à l'esprit le concernant, sauf s'il entend par là sa grande œuvre qui a consisté à détruire la France et à ridiculiser la fonction présidentielle. En 2026, Emmanuel Macron est non seulement un objet de détestation, mais surtout de moquerie, de tous. Et pour être élu, il faut désormais se présenter comme un anti-Macron. Dans l'ex-presse macroniste, Le Point, la France qui nous laisse son vrai bilan. Un désastre, nous sommes d'accord. Ces mêmes journalistes du Point, il y a quelques années, Macron, le grand entretien. Nous devons renouer avec l'héroïsme politique. Héroïsme politique et Emmanuel Macron, il y a deux choses qui vont pas ensemble. Emmanuel Macron, c'est bien le même, qui a servi de serpillière à l'ensemble des chefs d'État de la planète, qui a même cédé devant le président algérien. Et c'est ce même Macron qui se cache derrière son armée de barbouzes pour mieux réprimer les plus faibles. Lâches, veulent, minables, cela conviendrait mieux. Et puis, les journalistes, on vous voit. France-Olivier Gisbert et Le Point sont passés de grands admirateurs de Macron en 2017 à détracteurs de Macron un an avant la présidentielle de 2027 pour pouvoir promouvoir leur nouveau candidat macroniste, Édouard Philippe. Les médias, on vous voit venir. Vous êtes encore nombreux à m'écrire « Il n'est pas nul, il n'est pas incompétent ». Et si, et c'est même pour cela qu'il a été choisi par ceux qui décident vraiment, ceux qui sont à Davos ou à Bruxelles, ceux qu'on ne voit jamais. Macron, c'est le petit VRP comédien des européistes et qui a donc pour fonction de passer leurs directives. Je suis un homme de conviction, franchement. Mais pourquoi Emmanuel Macron est-il encore autant respecté ? C'est le pouvoir exorbitant du président de la République sous la Ve. Il a ce pouvoir de nomination. C'est-à-dire que On ne sait pas combien de personnes pas le chiffrable. Après, il y a des nominations qui passent en Conseil des ministres, il y a celles qui ne passent pas en Conseil des ministres. Mais la plupart des estimations, beaucoup d'estimations ont convergé autour de 5 000. Après, j'ai une estimation qui allait jusqu'à 10 000. Ces chiffres sont hallucinants et cela donne le vertige. Selon une enquête journalistique de Michael Moreau, le Poudré aurait nommé entre 4 et 10 000 personnes au poste clé. Ce n'est plus le fait du prince, c'est mettre la République à ses pieds, noyauté par la mafia. Macron, c'est l'homme sans qualité et sans conviction. Ubu-Roi et mère Ubu. Comment se fait-il qu'il arrive à se maintenir alors que son bilan est effroyable ? Eh bien, parce que les réseaux européistes et politiques l'ont nommé. Et il a ce pouvoir de nomination. Il a ainsi une cour d'arrivistes et de tocards qui forment sa garde prétorienne. Journalistes, fonctionnaires, politiques, etc. Là réside son seul pouvoir, conféré par la Ve, le pouvoir de nomination. C'est ainsi que notre État est infiltré par cette mafia.
Vous les voyez tous chercher une subvention, un poste gravité autour du poudré. C'est bien cet État socialiste, clientéliste. Attention, quand je dis socialiste, il faut entendre tous les européistes, des Verts, les filles socialistes et l'air. Hein. Ce sont des parasites qui vivent sur notre corps social et qui sucent toute l'énergie de notre pauvre France. Et pour remplacer le guignol d'Amiens, d'autres guignols, comme Gabriel Attal. Le règne du moi-je macronard. Le récit de com de Gabriel Attal. Il se présente en victime et il utilise les mots creux utilisés 100 fois. Je suis un homme libre. La réalité, il est pistonné, représentant de la Bilderberg, a participé à l'effondrement de la France et il est accusé par l'opposition de maquillage des comptes publics. Et il a soutenu bien évidemment tous les mensonges de Macron. Attal, c'est un parfait européiste, sans foi ni loi. Et 60 millions de Français sont victimes de sa politique. Et attention, un macronard peut en cacher un autre. Édouard Philippe. Chez Paul, Gabriel Attal et Édouard Philippe se mettent d'accord pour s'unir début 2027. Bilderberg et Bilderberg préparent ensemble l'élection du candidat Bilderberg. C'est beau comme une dystopie totalitaire. Alexis Poulain. Honnêtement, comment peut-on glisser un bulletin pour ces deux-là? Vous savez ce que j'ai entendu pendant 25 ans dans l'éducation nationale? Si aujourd'hui les réformes ne marchent pas, si c'est un échec, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin. Autrement dit, on va dans le mur et il faut accélérer. On ne fera pas la France de demain avec ceux qui ont tout raté hier. Et lors de ces présidentielles, il faudra être très vigilant. Oui, parce qu'à chaque élection, les candidats européistes vendent un morceau de la France à la découpe. Sarkozy, il avait promis Gaz de France à démarrer Albert Frère. Quant à Emmanuel Macron, vous en souvenez, Macron a validé la cession d'Alstom à General Electric après avoir eu des liens professionnels indirects avec l'entreprise via Rothschild. Et vous vous souvenez que tous ceux qui ont profité de cette trahison ont été les principaux donateurs de la campagne du poudré. Source Olivier Marlex. Après 9 ans d'Emmanuel Macron, on achète moins de meubles, d'habits, d'essence, de chocolat, on ne va plus au resto, au ciné, on renonce à des soins médicaux, on vide son livret A pour les dépenses du quotidien, on n'arrive plus à se chauffer. C'est le Mozart de la souffrance. Et là, on touche un point très intéressant. Gabriel Attal, je vous l'ai présenté depuis 3 numéros, se présente comme une victime, alors que c'est un pistonné privilégié et qu'il s'est gavé d'argent public pendant 9 ans et d'honneur. Qui sont les vraies victimes? Les Français de sa politique, et qui doivent se serrer la ceinture. Qu'est-ce que promet Gabriel Attal justement à nos compatriotes? Des réformes. Et ça, vous le savez, c'est un mot de la novlangue. Cela signifie pénurie, effort, impôts et sacrifice. Voire la guerre en 2029. Et ne vous trompez pas, il n'y aura pas vraiment d'autre choix. Car ils doivent en même temps appliquer les directives folles européistes et engraisser leur clientèle parasite, l'État socialiste. Et toutes ces réformes, entre guillemets, que nous subissons depuis 20 ans, ont engendré la désindustrialisation. Et ça continue. L'activité du secteur privé français en chute libre depuis plus d'1 an et se dégrade encore ce mois-ci. On a donc compris. En 2027, il va falloir se débarrasser de cette peste. Didier Maisto, nous étions dans le monde le pays de la liberté, qui est le premier mot de notre devise. Macron en a fait un enfer, une zone géographique qui n'est plus tout à fait un pays. Aux ordres de Bruxelles, nous sommes assiégés de l'intérieur. Une mafia prête à tout. Rappelez-vous notamment des législatives en 2024. Le trio maudit, Le Maire, Attal, Macron, avait bidonné les chiffres du budget pour empêcher les Français de se rendre compte de l'étendue des dégâts de leur politique. Attention, ils récidivent. On entend un peu partout que le pouvoir d'achat des Français se maintient. Vraiment, explication avec Philippe Béchade. Au niveau local,
compensé par des surtarifs sur les enlèvements d'ordures, etc. On a énormément de choses qui viennent s'imputer sur le pouvoir d'achat et qui ne figurent pas dans la statistique officielle. Donc la réalité perçue par les Français, c'est bien ça. On essaie donc de nous faire croire que le pouvoir d'achat se maintient. Vous avez compris leur astuce. Dans leurs statistiques, ils enlèvent toutes les hausses. Fastoche. Encore une arnaque macronarde. Mais ce qui est stupéfiant, comme dirait le Poudré, c'est leur incapacité à comprendre le monde dans lequel nous vivons. On annonce des pénuries alimentaires, eh bien ils continuent de massacrer nos paysans, oui, notre production locale. La police française utilise désormais des drones à imagerie thermique pour traquer le bétail caché par les agriculteurs qui ont refusé le pchout obligatoire. Une fois repéré, la police arrive avec les équipes de pchout. Garantir la sécurité de nos bases de données sensibles? Non. Garantir la sécurité des joyaux du Louvre? Non. Empêcher le kidnapping violent des détenteurs de crypto? Non. Mais utiliser la gendarmerie et des drones à caméra thermique pour inoculer des vaches de force, oui. Et comme pour la pandémie, la dermatose nodulaire renaît, son apparition en Europe avec 3 nouveaux foyers identifiés en Sardaigne, où l'épidémie avait démarré l'an passé. Les cheptels, bien que vaccinés, vont être abattus. Ils ont forcé les éleveurs à pchouter leurs vaches. Les vaches pchoutées tomberaient malades à nouveau. Le même absurdistan que pendant la pandémie. C'est insupportable. C'est ce que j'avais prédit. Suis-je Madame Irma? Est-ce que j'ai une boule de cristal? Non, pas le moins du monde. Vous vous rappelez peut-être mes entretiens à ce sujet. Le principal vecteur de cette maladie, ce sont les insectes. Avec le retour de la belle saison, eh bien, c'est le retour des moustiques, des puces, des mouches. C'est écrit dans tous les rapports sur la DNC. Il est donc primordial que des collectifs citoyens s'emparent de toutes ces questions et ne laissent plus faire les lobbies. Puisque je parle de collectifs citoyens, Louis Fouché. Grâce au fact-checker, voici la version améliorée de notre flyer sur vos droits dans la campagne Garde Asile. Merci à eux de leur contribution à ce que vous soyez informés. Dans ma description, vous avez la pétition pour obtenir le droit à l'information sur le pchout. Et pour être bien informé, il faut également des commissions qui font le point sur les campagnes précédentes de pchout. Je crois que vous avez compris là où je veux en venir. Robert Kennedy Jr. a organisé en effet une commission sur le pchout. Les 2 colonnes rouges sur le tableau correspondent aux morts pendant le pchout. Oui, l'affirmation selon laquelle l'injection contre le Covid a sauvé 3 millions de vies est facile à réfuter. On aimerait avoir la même chose en France, une commission type Charles à l'oncle sur ces campagnes de pchout. Et on aimerait des réponses, par exemple, y a-t-il des médecins ou des journalistes qui ont touché de l'argent du Big Pharma? Combien d'effets secondaires exacts? Et l'efficacité également de ce pchout? On veut des réponses, de la transparence. Ah, la transparence. Ces européistes affectionnent la transparence. Enfin, seulement pour les citoyens, pas pour eux. Je vous renvoie au SMS de Pustula. Sur Toxin. Ce contrat sera publié sur un compte que nous allons créer. Le contrat Pfizer. Et j'ai pris cette décision à la suite du geste de Karine Lacombe, vous vous en souvenez, le doigt d'honneur, à la sortie de l'ordre des médecins. Maintenant, on va les mettre devant leurs responsabilités. Merci Pustula et Macron, on a les 5000 pages des contrats. Le laboratoire a marqué noir sur blanc sa non-connaissance des effets, mais vous avez signé, vous avez menti. Tout cela pour le pognon et le contrôle par la peur. Oui, un jour vous devrez rendre des comptes. Ce serait essentiel en effet d'avoir une commission pour comprendre ce qui s'est passé. D'autant que le professeur Raoult se lâche, les pchouts pourraient donner des maladies. Je vous laisse lire cet article. Mais moi je dis que c'est une théorie du complot. Les Big Pharma travaillent pour le bien-être de l'humanité. Ce n'est pas une mafia. Quant à nos politiques, pourquoi auraient-ils fait tout cela? Très bien les moujons, alors vous ne voyez aucun inconvénient à une commission d'enquête puisque les Big Pharma sont clean comme nos politiques. International, les sous-sous.
près de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous tenons cette promesse, se félicite Pustula. Elle est bien la seule. Entêtement, irresponsabilité, corruption, les trois. Même sur TF1, on s'interroge. L'appartement le plus cher de l'histoire a été acheté à Monaco par l'homme le plus riche d'Ukraine pour 471 millions d'euros. TF1 confirme ce que j'ai dévoilé, mais ne pose pas encore la question centrale. D'où vient cet argent ? Cessons de subventionner le pays des oligarques qui, au lieu de participer à l'effort de guerre, dépensent des centaines de millions d'euros dans des yachts et des appartements de luxe. Et c'est ça qui est fou. Entre l'appartement à Monaco et son yacht, ce milliardaire ukrainien a dépensé presque 1 milliard d'euros. Les journalistes de TF1 ne s'interrogent pas encore sur la corruption, mais en Ukraine, on s'interroge. Il est fort probable que Zelensky ait été directement impliqué dans des affaires de corruption de haut niveau. Kaleniuk, directeur du centre anticorruption. Étonnante déclaration venant de quelqu'un de l'écosystème anticorruption ukrainien. Habituellement, c'est l'entourage de Zelensky qui est suspecté de corruption. Une affaire à suivre. Donc 90 milliards pour l'Ukraine, dont 17 milliards payés par la France. Alors que notre industrie s'effondre. CNews, le Cornu. On a décidé de faire des aides mensualisées, ciblées, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu. Voir mon entretien d'hier, l'usine à gaz. Alain Houpert, sénateur. Dans le pays le plus visité au monde, à la veille de la saison touristique, le gouvernement et les technocrates révèlent leur absence totale de culture de l'investissement. Refuser de baisser massivement les taxes, c'est étouffer le commerce, le tourisme et sacrifier l'avenir. Un peu d'humour, le Cornu présente son plan anti-inflation, auto-attestation de déplacement à moins de 20 km. Plus sérieusement, donc EDF a payé pour faire tourner ses réacteurs à perte, quand produire de l'électricité devient un service subventionné pour éviter de ne pas produire. Le comble du marché optimisé. Et dans le même temps, donc, votre facture d'électricité s'envole. C'est normal. Je résume. Il n'y a pas d'argent pour notre économie, mais il y en a pour l'Ukraine, pour la guerre, ou pour le renouvelable, qui coûte également très cher et tue notre compétitivité. Mais attendez, il y a pire. Le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Infolive, oui, à partir de 2027, interdiction de fournir des services de terminaux, etc., etc. Au moment où le pétrole et le gaz manquent, à cause du blocage du détroit d'Ormuz, l'Union européenne approuve un 20e paquet de sanctions pour bien énerver la Russie. La Russie a interdit au pétrole kazakh de circuler vers l'Union européenne via le pipeline de Druzhba. Bravo, les crétins! Je ne sais pas si on mesure exactement ce que cela signifie. La Russie prévoit d'interrompre le flux de pétrole kazakh vers l'Allemagne, menaçant une raffinerie qui fournit 90% de l'essence, du kérosène et du combustible de chauffage à la capitale allemande, son aéroport et la région environnante. Vous imaginez le degré d'impréparation et d'irresponsabilité des gens qui nous gouvernent ? Parce que détroit d'Ormuz plus pipeline coupé égale pénurie. En Suède, c'est la pire crise depuis très très longtemps. La Suède prévient qu'elle pourrait rationner le carburant si la guerre au Moyen-Orient se prolongeait. Ça y est, la Suède va passer au rationnement du carburant. Arrêtez cette folie euromondialiste et rouvrez les vannes russes en levant immédiatement toutes les sanctions. Et cette décision est suivie par Bruxelles. Des mois et même des années très difficiles nous attendent. Pénurie, rationnement nous attendent. Le commissaire européen à l'énergie vient de dresser un tableau très très sombre de la situation. Le but, restriction de liberté, passe carburant, rationnement et confinement énergétique. Refusons ce piège absolu. Allez, Frexit. La politique de la grosse commission a démontré qu'elle était toxique. Le message de Pustula, ne changeons rien. Vous comprenez que cela grince des dents, même au niveau bruxellois. Car la guerre en Ukraine est un puits sans fond.
L'Ukraine pourrait manquer d'argent pour la défense en 2026. Kiev fera face à un déficit budgétaire de défense de 20 milliards d'euros, même en tenant compte des 90 milliards d'euros déjà alloués à l'Ukraine et des 28 milliards d'euros supplémentaires qui seront fournis. D'après la Deutsche Welle, citant une source au sein de la Commission européenne, l'Ukraine va avoir besoin d'une rallonge de 20 milliards d'euros cette année, incluant tous les financements promis, dont le prêt européen de 90 milliards. Le contribuable européen n'a pas fini d'être essoré par Kiev. L'Union européenne maintient donc sous perfusion un État qui ne lui rapporte que de la dette et de la ruine, et se ferme avec la Russie, qui aurait pu sauver les pays européens de la crise énergétique. Aberrant. Iran, tout le monde se lève contre la guerre. Arnaud met en garde que la guerre au Moyen-Orient pourrait dégénérer en catastrophe mondiale. Pour faire court, tous se succèdent auprès de Donald Trump pour dire stop à la guerre en Iran. Il faut dire que le pétrole est à 105 $ le baril sur le papier, mais le vrai prix du pétrole, c'est plutôt 130 $ parce qu'il faut ajouter le transport et les assurances. Ce n'est plus tenable économiquement. On va donc vraiment vers la catastrophe. Les médias US colportent des ragots sur le pape, débunkage. Immigration, Léon XIV justifie l'imposition de règles aux frontières. Après un périple de 10 jours qu'il a conduit en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale, le pape a répondu aux questions des journalistes dans l'avion du retour vers Rome. Immigration, un État a le droit d'imposer des règles à ses frontières. Iran, en tant que pasteur, je ne peux être favorable à la guerre. Il fallait que cela soit rappelé. La cigale de gauche contre la fourmi de droite. La campagne électorale a commencé. En partenariat avec l'ADME, budget 3 milliards d'euros par an, la ville de Nantes lance une opération « Plante ton slip ». Ne rigolez pas, c'est avec de l'argent public. Ou à Paris. Polémique à Paris, une association, Art N, propose de danser sur des passages piétons et cette association est subventionnée à hauteur de 245 000 € par an d'argent public par la mairie de Paris. À Lyon, les frais de représentation du maire écologiste Grégory Doucet vont passer de 3 000 € à 15 000 €, soit une hausse de 400%. La décision, adoptée par la majorité écologiste, suscite la colère de l'opposition qui dénonce une hausse outrancière et indécente dans un contexte économique plus que tendu. Dépenser l'argent des autres, c'est une vieille histoire chez les gens de gauche, des Verts jusqu'aux socialistes. À Nice, Ciotti joue les fourmis. Voiture des élus, frais de fête, finale de l'Ironman. À Nice, Éric Ciotti annonce 60 millions d'euros de coupe dans les dépenses. La taxe d'habitation passe de 25% à 21% pour les Niçois. C'est un début. Mais vous savez très bien que la France ne pourra pas s'en sortir si elle reste sous le diktat bruxellois. Pour les patriotes, il faut apporter des solutions, et notamment sur la question sociale. Vous l'avez compris, c'est la chronique d'Antoine. Salut les patriotes. Aujourd'hui, une chronique sur un sujet qui tient à cœur à tous les souverainistes et à tous les gaullistes sérieux, les vrais, pas ceux qui s'en réclament n'importe comment. Je vais vous parler de la question sociale. Alors, la question sociale, c'est une question qui est question sociale, c'est une question primordiale puisque la question sociale, on parle de la raison d'être de la nation finalement. La question sociale, c'est une question nationale. Je vais citer De Gaulle qui, dans le discours de Bagatelle du 1er mai 1950, disait « Rien ne compte excepté de renaître, rétablir l'unité avant tout par l'harmonie sociale. » etc., etc. Et c'est le salut. La question sociale, c'est pas une question parmi tant d'autres. C'est la question centrale. C'est elle qui, selon le général, est toujours posée, jamais résolue, hein, et qui provoque les grandes secousses de l'histoire. Elle touche à tout, cette question sociale. Ça touche à l'économie, ça touche au travail, ça touche au logement, à la famille, et j'en passe, et des meilleurs. Ça touche à tout, c'est la question vraiment centrale. Et plus profondément, c'est ce que je disais au début, elle engage la nation elle-même. La question sociale, c'est la raison même de l'existence de la nation. Simone Veil, la philosophe, hein, parlait du patriotisme, de la compassion. C'est
une idée, si la France nous est présentée non pas comme une abstraction parfaite, mais comme une réalité fragile, il disait belle, belle, fragile, qu'il faut protéger et aimer, alors une relation nouvelle devient possible. Et là, les souffrances du peuple ne sont plus des injustices infligées par la France, mais des blessures de la France elle-même. C'est ça, le patriotisme social. C'est pas un orgueil abstrait, c'est une compassion, une solidarité organisée. C'est finalement juste comprendre que nation et question sociale ne font qu'un, tout simplement. Parce que la France porte en elle une tradition quasiment oubliée aujourd'hui, mais c'est celle du social enraciné dans la nation. C'est ça l'histoire de France, c'est ça l'histoire de la France finalement, philosophiquement. Un social enraciné dans la nation qui refuse la lutte des classes comme horizon indépassable. C'est pas remettre en cause l'existence de la lutte des classes. Charles de Gaulle lui-même le savait qu'il y avait une lutte des classes, c'est juste que ça doit pas être un horizon, il faut la dépasser, cette lutte des classes. C'était l'idée, par exemple, du socialisme utopique, ensuite du catholicisme social, dont s'est inspiré de Gaulle, hein, bien sûr. Donc c'est cette idée que la lutte des classes se règle finalement dans la nation. Une seule communauté de destin, hein, un seul peuple, une seule communauté de destin, faite de travailleurs, de petits propriétaires, de paysans, d'employés, d'ouvriers, etc., etc. C'est un même corps vivant, fragile, mais qui doit être solidaire. D'où question sociale, l'aide et la nation. La nation, c'est le collectif. Donc c'est là toute l'ambition française, authentique de recherche d'un juste milieu. Hein. Il ne faut pas opposer le capital et le travail, il faut les associer, les réconcilier et les ordonner pour le bien commun. Il ne faut pas opposer le capital et le travail, mais il ne faut pas non plus opposer le libéral et le social, le travail et le social. Et là, en l'occurrence, le libéral et le social, il ne faut pas forcément les opposer. Là, aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, la France souffre d'un mal-être profond qui est finalement très simple, c'est qu'elle est mauvaisement libérale et mauvaisement sociale. Elle est mauvaisement libérale parce que, avec les règles actuelles de l'Union européenne, ça permet aux grands groupes mondialisés et aux acteurs étrangers, aux grands groupes étrangers, d'échapper à l'effort collectif. On sait très bien qu'ils payent très peu d'impôts, ces gens-là. Par l'optimisation fiscale, ils vont au Luxembourg, hein, grâce à l'Union européenne. La mise en concurrence des territoires, bien sûr, le libre-échange, tout simplement, et la libre circulation des capitaux, des hommes et des services. Donc ceux qui profitent finalement le plus du système contribuent le moins. En plus, cet ultralibéralisme ne profite pas à la production nationale, puisque c'est une trappe le système européen est une trappe à délocalisation. Hein. Donc, pas de production nationale, ça tue tout simplement l'économie nationale. Et c'est mauvaisement social, vous allez voir pourquoi c'est lié, mauvaisement social parce qu'en fait, alors tout simplement aujourd'hui, comme on disait au début, c'est pas ces grands groupes, c'est pas le plus riche qui paye, c'est les travailleurs, les artisans, les petites entreprises, les classes moyennes, hein, finalement, qui payent le modèle social français. Modèle social français qui, en fait, modèle social français qui, comment dire, qui finance donc notamment le chômage de masse et autres, mais surtout le chômage de masse qui est en fait la conséquence de l'Union européenne et de cet ultralibéralisme lié aux délocalisations, à la désindustrialisation, à la concurrence déloyale, etc. Donc c'est mauvaisement social parce qu'on paye les affres de l'ultralibéralisme. Donc il y a un système qui est profondément injuste. Finalement, les gagnants de la mondialisation ne paient pas et le peuple paie les pots cassés. Donc concrètement, j'allais dire que faire? Alors concrètement, ne pas opposer le capital et le travail, c'était la solution gaulliste mais française plus largement, puisque la France n'avait pas attendu Marx, hein, pour penser la justice sociale. Il y avait, je disais, le catholicisme social, le socialisme chrétien, le catholicisme social, le socialisme utopique. Pour en citer quelques-uns, mais de Charles Fourier à Philippe Buchez, à Félicité de Lamennais pour le catholicisme social. Notre pays a inventé une voie originale, la troisième voie, entre guillemets, entre capitalisme et socialisme, celle de l'association, l'association des travailleurs. Et que De Gaulle a repris et qu'il a appelé, qu'on appelle la participation. Hein, c'était la réponse de Gaulle. La réponse de Gaulle est assez claire. La solution humaine française pratique est dans l'association de ceux qui mettraient en commun leur travail, leur technique, leurs biens. Voilà.
c'est tout le système de la participation, qui est une idée assez simple mais révolutionnaire qui était révolutionnaire à l'époque, qu'il faut remettre en place. Il faut continuer cette participation. Je rappelle que De Gaulle est parti en 69, père du référendum, sur cette question-là, quasiment. Donc, c'est une idée de faire des travailleurs, des copropriétaires, des usines. C'est très large. C'est mettre les travailleurs dans le capital de leurs entreprises. C'est une petite révolution. Comme disait De Gaulle, c'est un recommencement de tout. Voilà. Ensuite, sur ne pas opposer le travail et le social, concrètement, en fait, c'était le modèle du CNR. Il faut refonder ce modèle social français qui était fondé sur la production. En fait, depuis l'avènement de l'Union européenne, depuis plusieurs décennies, la France tente de préserver son modèle social tout en acceptant la désindustrialisation. Et ça ne va pas, c'est ça qui est au cœur de la crise actuelle. Alors que c'est simple, on ne peut pas maintenir durablement un système de solidarité sans produire des richesses chez nous. C'est pas possible. Voilà, toute la sécurité sociale française, qui était issue du CNR, n'a jamais été pensée comme un système assistentiel, mais comme un système contributif, qui reposait sur le travail. Donc forcément, si on n'a plus d'usine, ça ne marche plus comme système. Donc la destruction de l'industrie a complètement sapé cette base sociale. Donc en fait, c'est un triptyque assez simple à remettre en ordre, qui est souveraineté nationale, donc sortie de l'Union européenne, production française, réindustrialisation, et protection sociale, sécurité sociale. Voilà, c'est très simple comme triptyque. Plus compliqué à mettre en place, évidemment, mais le triptyque est assez simple. Donc finalement, la question sociale, elle se résoudra ni par une redistribution abstraite, sans production, fondée sur la dette, ni par un abandon aux lois du marché, par l'ultralibéralisme. Elle se résoudra par un retour à la réalité, production, protection, j'ai envie de dire. Un peuple qui travaille, qui produit et qui veut vivre dignement du fruit de son effort, quoi. Quelque part, refonder la nation, c'est refonder le social, et refonder le social, c'est refonder la nation. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que ces deux questions sont intimement liées, la nation et le social. Donc ça suppose aujourd'hui de rompre avec des logiques qui s'opposent, qui fragmentent, qui déracinent, pour retrouver ces logiques donc nationales, qui unissent, qui associent, qui enracinent. Donc c'est la participation plutôt que la lutte, la production plutôt que la dépendance, la souveraineté plutôt que la soumission. Voilà. Car il n'y a pas de justice sociale sans indépendance nationale, c'est impossible. Il n'y a pas de protection sociale sans production nationale, et il n'y a pas de solidarité réelle sans communauté de destin. Voilà. Donc, c'est vraiment deux questions très impliquées. Refonder la nation, refonder le social, refonder la nation. Donc, la question sociale, j'allais dire même plus largement, c'est finalement une question de civilisation, une question de civilisation française. Donc, et la France ne résoudra cela qu'en redevenant elle-même et en redevenant souveraine et libre. Voilà. Mais il faut continuer. Mais continuons à y croire. On y croit. N'oubliez pas, la flamme de la résistance et même la flamme de l'espérance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain numéro, il y aura une rubrique fantasy très fournie. Merci à tous, bon week-end, à bientôt.